bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à présenter quelques travaux. Et je vais donc vous parler. Donc, vous me voyez là, vous voyez mon écran, mon PowerPoint. Oui, c'est bon. Ouais, c'est top. OK, donc DNA barcoding, taxonomie ADN, taxonomie intégrative, et j'ai rajouté séparer le bon grain de livret. C'est peut-être un peu prétentieux, mais l'idée c'était d'essayer d'avoir une approche un peu critique sur le bon et le mauvais de ces approches-là. Et puis en photo, là, vous avez un gastéropode marin, un cône, dont je reparlerai rapidement à la fin de ma présentation. Alors, voilà, quelques constatations pour démarrer. En fait, vous savez qu'on connaît que très peu d'espèces. Il y a 2 millions d'espèces décrites actuellement sur Terre et on estime qu'il y aurait, le consensus, c'est qu'il y aurait à peu près entre 7 et 10 millions d'espèces sur Terre. Et comme vous le voyez ici, donc le nombre d'espèces décrites en fonction du temps, pour beaucoup de groupes, on est encore sur une pente ascendante assez forte, avec quelques exceptions comme les oiseaux, par exemple, où on décrit très peu d'espèces nouvelles chaque année. Mais voilà, pour plein d'autres groupes, on décrit encore beaucoup d'espèces. Et puis à côté de ça, on est actuellement dans une crise d'extinction majeure, la 6e, qui est avérée et mesurée. Et en fait, quand vous combinez ces deux choses-là, c'est-à-dire on connaît peu de choses de la biodiversité sur Terre, et en plus de ça, les espèces sont en train de disparaître rapidement, ben, on arrive à des cas comme ça, où ici on a un collègue du muséum, Olivier Gargomini, du Muséum de Paris, qui a décrit 4 nouvelles espèces de gastéropodes terrestres en Polynésie, et il les a déclarées éteintes en même temps qu'il les a décrites, tout simplement parce qu'il n'a collecté que des coquilles vides, mortes, et on n'a jamais collecté un seul spécimen vivant de ces espèces-là. Donc voilà un petit peu le constat qu'on résume souvent sous la forme de cette expression taxonomic impediment. En gros, on a trop d'espèces à décrire, on n'a pas assez de temps pour les décrire parce qu'elles disparaissent trop rapidement, et on n'est pas assez nombreux. Alors pas assez nombreux, pas assez de taxonomistes, ça dépend comment on compte les taxonomistes. Mais voilà, on a quand même un sacré taxonomic impediment à combler. Et donc, au début des années 2000, on a le DNA barcoding qui est arrivé, avec notamment la prétention de combler ce taxonomic impediment. Et je vais essayer de montrer en quoi il l'a comblé et en quoi il ne l'a pas comblé. Je ne sais pas si vous voyez les titres de mes diapos, mais là, ça dit donc DNA barcoding, buzz ou révolution. Parce qu'effectivement, ça a fait un sacré buzz, mais on peut quand même se poser la question si c'était une vraie révolution ou pas. Donc, on va dire dans les côtés positifs du DNA barcoding, je ne vais pas redéfinir, hein, mais donc l'idée, c'est de séquencer un fragment d'ADN, le même pour tout le monde, pour constituer des bases de données de référence qui nous permettent d'identifier les organismes juste en les séquençant. Donc, l'intérêt du DNA barcoding, c'est que ça marche a priori sur tous les organismes qui contiennent de l'ADN. Ça marche sans connaissance a priori du taxon. Il suffit de savoir séquencer de l'ADN et on est capable de séquencer à peu près n'importe quoi. Quel que soit le tissu, quel que soit le stade de développement, et on est capable de faire ça en quelques heures. Alors, quand le DNA barcoding est sorti, ils ont un peu fait de la science-fiction. Et ils ont dit que d'ici quelques années, on aurait des petits barcodeurs portables où il suffirait de mettre un petit morceau de tissu d'un côté. Le petit barcodeur, il séquencerait tout ça tout seul, il communiquerait avec des bases de données par satellite et il nous donnerait exactement le nom d'espèce en quelques minutes. Alors, au début, ça a fait rire tout le monde, bien évidemment. C'était vraiment de la science-fiction. Mais on s'en rapproche, hein. Je vous signale qu'on a maintenant des séquenceurs portables qu'on peut emmener sur le terrain, qui coûtent encore assez cher, qui font encore beaucoup d'erreurs de séquençage. Mais je dirais qu'on a peut-être fait la moitié du chemin vers des barcodeurs portables. Alors, ce que je dis aux étudiants souvent, c'est qu'à la fin de leur carrière, ils auront peut-être des barcodeurs portables. Enfin, même très certainement. Si on a envie de le faire, qu'on a les moyens, technologiquement, je pense que ça sera possible d'ici quelques décennies. Alors, sur les côtés un peu buzz du DNA barcoding, bah, c'est un des principaux problèmes, hein, c'est que les bases de données sont encore largement incomplètes. Ici, je vous ai mis une capture d'écran de la base de données BOLD, donc Barcode of Life Data System, qui est censé regrouper tous les barcodes, toutes ces séquences qu'on utilise pour identifier des spécimens. Il y en a à peu près 10 millions et ça représente à peu près 720 000. Alors, ils appellent ça des beans, mais bon, c'est des hypothèses d'espèces. À peu près 720 000 espèces. Donc, on est loin des 2 millions d'espèces décrites et on est encore très loin des 7 à 10 millions d'espèces au total qu'il y aurait sur Terre. Donc, je ne vais pas détailler, je ne vais pas avoir le temps. On y reviendra peut-être dans le cadre d'autres présentations sur la taxonomie intégrative dans ces cafés Systema. Mais bien évidemment, l'impact de la qualité de l'échantillonnage, le problème de transfert horizontaux entre organismes, de tri incomplet des lignées, l'incomplete lineage sorting en anglais, des délimitations d'espèces erronées, etc., etc. Tout ça sont autant de problèmes pour le DNA barcoding qui font qu'actuellement, en fait, à part pour quelques taxons, comme les oiseaux, comme les papillons, comme les poissons en grande partie, les bases de données disponibles sont encore très incomplètes.
Donc, identifier un spécimen uniquement avec sa séquence ADN, pour l'instant, oui, théoriquement, c'est possible, techniquement, c'est possible, mais les bases de données sont encore trop incomplètes pour le faire pour tous les taxons. Alors, j'aime beaucoup cet article, les 7 péchés capitaux du DNA barcoding. Je vous invite à y jeter un œil. Alors, bon, ils ont listé 7 péchés capitaux. On voit qu'ils ont un petit peu tiré sur la corde parce que certains péchés capitaux ne sont pas si capitaux que ça, mais il en fallait 7 pour faire un bon titre. Vous savez que quand on a trouvé un bon titre d'article scientifique, on a fait la moitié du travail. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le troisième, l'utilisation d'un terme species identification. Alors, j'embête souvent mes collègues et les étudiants avec ça, mais en fait, species identification, on ne devrait pas l'utiliser. Identification d'espèces, ça ne veut pas dire grand-chose. Soit on fait de l'identification de spécimens, c'est-à-dire qu'on identifie un spécimen inconnu et on lui attribue un nom, un nomen. Et ça, c'est du DNA barcoding strict. En gros, le DNA barcoding, il est censé savoir faire ça et pas plus, au sens strict. Et par contre, on parle de délimitation d'espèces. D'accord ? On ne parle pas d'identification d'espèces. Et là, on rentre dans la taxonomie, DNA taxonomie ou autre, ou même intégrative taxonomie. Et souvent, on fait de la taxonomie intégrative ou de la taxonomie moléculaire et on dit je fais du DNA barcoding. Non, en fait, on utilise les séquences d'ADN, les gènes qui sont classiquement utilisés pour faire du DNA barcoding au sens strict, et on les utilise pour proposer des hypothèses taxonomiques. Mais ce n'est pas du DNA barcoding au sens strict. Donc voilà, je voulais faire cette petite clarification. Et alors, 2005, c'était simplement pour dire que le terme taxonomie intégrative, il a été formalisé dans 2 papiers qui sont sortis la même année. Alors, les taxonomistes, ils n'aiment pas qu'on leur dise que la taxonomie intégrative, elle a démarré en 2005. Bien évidemment, les taxonomistes, ils n'ont pas attendu 2005 pour faire de l'intégratif et regarder plusieurs caractères. C'est simplement que 2005, c'est l'année où ça a été formalisé, on va dire. J'y reviendrai tout à l'heure sur la taxonomie intégrative. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le DNA barcoding, ça a un peu enflammé la communauté scientifique. Et dans ces cas-là, souvent, il y a des débats assez violents. Alors, violents, bien évidemment, pas physiquement, mais par article scientifique interposé, avec des articles, par exemple, qui nous disent que, avec le titre DNA barcoding on the mediocrity of morphology, et où il nous explique en gros que la morphologie ne marche pas dans la plupart des cas, et que donc il faut faire que de l'ADN. Bien évidemment, les morphologistes ne se sont pas laissés faire. Taxonomy on the mediocrity of DNA barcoding, où ils expliquent que le barcoding ne sert à rien ou au mieux sert à faire des hypothèses d'espèces très, très préliminaires. Bon, voilà, comme souvent dans ces débats d'opinion très subjectifs, la solution se situe à peu près à mi-chemin. Et je vais essayer de revenir là-dessus aussi. Alors, je ne peux pas parler de taxonomie intégrative sans parler rapidement de concept d'espèce. Je ne vais pas m'étendre, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un café systéma en entier, les concepts d'espèces. Je veux simplement vous expliquer dans quel cadre moi je travaille, mon équipe travaille et dans le cadre dans lequel on est de plus en plus nombreux à travailler. Donc, c'est un cadre qui a été défini par De Queiroz dans une série de papiers. Donc, ça, c'est une figure qui date d'un article de 2007, mais dès 1999, il a fait un papier qui a fait date. Et en gros, ce qu'il a dit, De Queiroz, c'est que dans la littérature, il y a plein de concepts d'espèces, ça vous le savez, concepts phylogénétiques, concepts biologiques, concepts phénétiques, concepts écologiques, etc. Il y en a, selon les auteurs, entre 20 et 50 qui ont été proposés. Et De Queiroz, en fait, ce qu'il a dit, c'est que tous ces concepts d'espèces-là, ce ne sont pas des concepts d'espèces, ce ne sont pas des définitions de l'espèce, ce ne sont pas des définitions universelles de ce qu'est une espèce. En fait, ce sont des propriétés de l'espèce. Et selon les espèces et surtout selon le moment où on se situe dans le processus de spéciation, c'est ce qu'il a représenté ici sur sa figure, on passe d'une espèce en bas à 2 espèces en haut, mais entre les deux, on est dans un processus de spéciation qui dure dans le temps, qui dure parfois très longtemps. Et en fait, les species concepts, là, les SC, les concepts d'espèces, ce sont des propriétés qui sont vérifiées ou non selon le moment où on se situe dans le processus de spéciation. Donc, ce ne sont pas des définitions. Elles ne permettent pas de définir ce que c'est qu'une espèce, ce sont simplement des propriétés de l'espèce. Et donc, cette zone-là, il a appelé ça la zone grise, c'est devenu assez célèbre, on parle de gray zone maintenant quand on est dans le processus de spéciation. Donc, pour le redire autrement, quand vous regardez vos individus, vous allez regarder différents types de caractères, mais le problème, c'est que tous les caractères ne vont pas se différencier au même rythme et donc ne vont pas se différencier en même temps au cours du processus de spéciation. Et tous les critères de délimitation d'espèces et toutes les méthodes que vous allez appliquer à ces caractères ne vont pas forcément donner les mêmes délimitations d'espèces. Donc, je trouve ça assez sympa, cette vision, c'est que, en fait, toutes les contradictions qu'on a entre les biologistes qui appliquent des concepts d'espèces différents sont en fait attendues.
c'est attendu d'avoir des contradictions parce que le processus de spéciation est un processus long. Et donc, parfois, si vous allez regarder la morphologie, vous allez dire qu'il n'y a qu'une seule espèce parce que les caractères morphologiques n'ont pas eu le temps de se différencier. Et puis, si vous regardez l'ADN, vous allez dire qu'il y a deux espèces parce que l'ADN, dans ce cas-là, s'est différencié plus rapidement. Donc, en fait, c'est attendu d'avoir des contradictions. Alors, vous allez me dire, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, c'est quoi la définition de l'espèce? Alors, il y a eu des tentatives. Je vous mets ici celle qu'on utilise dans l'équipe, qui a été proposée notamment par quelqu'un qui travaille au muséum, qui est dans mon équipe, qui est Sarah Samadi, et avec une collègue à elle, Anouk Barberousse. Les espèces peuvent être définies comme des fragments du réseau généalogique définitivement divergents les uns des autres. Donc, ça peut se résumer sur cette figure-là. Vous avez ici un réseau généalogique, chaque boule représente un individu, vous avez les relations parent-enfant, et des fragments définis par exemple par deux événements de spéciation ou un événement de spéciation et un événement d'extinction vont définir les espèces. Alors, je ne veux pas m'étendre sur cette définition qui est très, qui est très théorique et qui demanderait encore une fois un débat très long. On pourrait débattre par exemple de son universalité. Elle a le mérite effectivement d'être certainement plus universelle que les concepts d'espèces biologiques ou phylogénétiques ou morphologiques qui ont pu être proposés. Mais encore une fois, je n'ai pas les compétences épistémo pour débattre là-dessus avec des spécialistes, mais je pense que ça serait sympa que ça fasse l'objet d'un autre café système. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que cette définition, elle est potentiellement très intéressante, mais le réseau généalogique, il est inaccessible. En plus, dans la définition, vous voyez, il y a l'idée de définitivement divergent. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'aller dans le futur pour vérifier que les fragments du réseau généalogique ne vont pas refusionner dans le futur. Donc, en fait, le réseau, il est inaccessible. On ne peut pas reconstruire l'ensemble des relations parents-enfants, passées, présentes et futures. Donc, en science, quand on n'est pas capable d'accéder directement aux données, on utilise une approche indirecte, on fait de l'inférence. Et donc, dans la pratique, et ça, c'est ce qui va m'intéresser, les espèces que nous délimitons sont seulement des hypothèses. On infère les limites d'espèces en fonction de ce qu'on est capable de regarder. Et ces hypothèses d'espèces vont être validées ou rejetées avec l'ajout de nouvelles données. D'accord? Mais en fait, ce que je suis en train de raconter, c'est la même chose que ce qu'on fait en phylogénie. Quand on reconstruit un arbre phylogénétique, on reconstruit le passé auquel on ne peut pas accéder directement. Notre arbre, c'est qu'une hypothèse. Et le fait de dire que c'est une hypothèse, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est simplement que c'est quelque chose qui est une inférence de la réalité. On n'a pas accès directement à la réalité. Alors là, on arrive pile poil dans la taxonomie intégrative, c'est-à-dire que quand on travaille dans ce contexte conceptuel-là, en fait, on va pouvoir finalement proposer des hypothèses d'espèces, non pas sur un seul concept d'espèce tel qu'ils étaient définis auparavant, c'est-à-dire qu'avant, il fallait, soit on utilisait le concept biologique, soit on utilisait le concept phylogénétique, soit on utilisait le concept écologique, mais on ne combinait pas ça. Avec cette approche-là de Kéros et cette définition-là, au contraire, on peut combiner dans une approche intégrative donc ces différents concepts d'espèces qui sont maintenant appelés des propriétés ou ce que j'ai appelé ici des critères de délimitation d'espèces qu'on peut regrouper en grandes catégories, des critères de ressemblance, des critères biologiques. Alors, ce que j'ai appelé direct ou indirect, c'est-à-dire critères biologiques directs, vous regardez si ça se croise, vous faites des tests de croisement. On est bien tous placés pour savoir que ce n'est pas toujours facile. Ou indirectement, typiquement, vous allez séquencer différents marqueurs génétiques indépendants dans le génome, et puis vous allez regarder s'il y a de la recombinaison. Ou des critères phylogénétiques, vous allez regarder s'ils ont des histoires évolutives indépendantes. Et ces critères, vous allez les appliquer à différents caractères, l'ADN, la morphologie, l'écologie, le comportement, etc., etc. Au passage, j'insiste, les DNA barcodes, donc ces fragments d'ADN qu'on utilise pour identifier des spécimens, en fait, c'est des caractères comme les autres qu'on utilise en taxonomie intégrative. D'accord? Donc, les gens qui disent « je fais du DNA barcoding pour délimiter des espèces », en fait, ils se placent dans ce contexte-là. Et puis, alors là, on a une batterie de méthodes, bien évidemment, j'en ai donné que quelques exemples. Et c'est en pleine expansion, notamment, j'y reviendrai rapidement sur les méthodes de délimitation d'espèces à partir de caractères moléculaires. Et donc, tout ça, c'est la taxonomie intégrative. En gros, utiliser différents critères appliqués à différents caractères et différentes méthodes pour proposer des hypothèses d'espèces que l'on va valider ou rejeter avec l'ajout de nouvelles données. Alors, ça pose un autre problème, c'est que, du coup, comment est-ce qu'on peut savoir, a priori, quels sont les bons caractères et les mauvais caractères? Mais bon, ça, je dirais, ce n'est pas un problème qui est apparu avec la taxonomie intégrative. Tous les taxonomistes savent bien qu'il y a certains caractères qui vont être informatifs en phylogénie ou en délimitation d'espèces et d'autres qui ne le seront pas. Alors, un exemple sur cette figure,
Vous avez ici un caractère, voilà, la couleur de ces scarabées, sans sélection. Et puis, vous savez qu'il y a différents modes de sélection. Par exemple, vous pouvez avoir de la sélection stabilisante, c'est-à-dire ça va réduire la variance d'un caractère. Alors ça, pour les taxonomistes, c'est génial, hein, parce que ça veut dire que tous les spécimens d'une même espèce vont avoir tendance à plus se ressembler entre eux qu'avec les autres spécimens des autres espèces. Vous pouvez avoir de la sélection directionnelle, c'est-à-dire que la variance va rester la même, mais la moyenne va se déplacer, par exemple la taille des populations humaines. Je parle la taille en mètres, hein, pas en nombre. Donc ça, ce n'est pas très gênant non plus pour les taxonomistes. Et puis par contre, les caractères qui vont nous gêner, ça va être des caractères sous sélection balancée, où vous allez avoir dans une même espèce différents groupes avec des morphologies différentes. Alors c'est très bien parce que Nicolas nous a donné un exemple, hein, avec ces deux tardigrades qui avaient été décrits comme deux espèces différentes, et en fait c'était le mâle et la femelle d'une même espèce. Là, typiquement, c'est des caractères qui, en taxonomie, sont un peu gênants. Et ça, on ne le sait pas a priori. C'est pour ça aussi que la taxonomie intégrative est intéressante. C'est comme on va regarder plein de caractères, ça va nous permettre d'évaluer la pertinence des caractères selon l'information portée par les autres caractères qu'on va regarder. Alors là, souvent aussi, on me dit, mais oui, mais alors du coup, c'est bien joli tout ce que vous nous racontez, mais comment vous expliquez tous ces cas d'hybridation interspécifique entre le tigre et le lion, entre le grizzly nord-américain et l'ours blanc, ou alors le problème des espèces en anneaux, ou alors, je ne sais pas si vous connaissez les canards qui se reproduisent joyeusement entre espèces différentes, voire entre genres différents. En fait, là, donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y a pas encore de barrières pré- ou post-zygotiques qui ont réellement été mises en place, en tout cas pas suffisamment fortes pour empêcher l'hybridation, parfois dans des conditions non naturelles, mais parfois dans des conditions naturelles, comme le cas du grizzly et de l'ours blanc. En fait, ça colle avec ce que je viens de dire, c'est tout simplement que ces espèces-là n'ont pas totalement fini le processus de spéciation. Elles sont encore quelque part un peu dans le processus de spéciation et les barrières ne sont pas totalement en place. Alors ça pose des problèmes, je vais y revenir juste après. Justement, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous raconter avec cette approche de taxonomie intégrative, ici j'ai mis 3 exemples dans un arbre phylogénétique où vous avez des espèces. Alors moi je me place ici, hein, au présent. Si je regarde mon espèce bleue et mon espèce verte, elles ont divergé il y a tellement longtemps qu'a priori ça ne va pas me poser de problème pour les différencier, hein. Tout le monde, n'importe quel taxonomiste va être capable de dire que l'homme et la souris, c'est deux espèces différentes. Et vous avez des cas où ça va être plus problématique, où il y a des populations au sein d'une espèce qui ont divergé temporairement, qui se sont remis ensemble ensuite, remises en contact secondaire. Ça laisse des traces dans les génomes, voire même dans les caractères morphologiques ou autres. Et ça peut nous tromper quelque part. Et puis, le cas qui nous gêne toujours, les cas sur lesquels on passe le plus de temps, en fait, hein, bien évidemment, c'est ces espèces qui sont encore dans la zone grise, dans le processus de spéciation. Donc, typiquement, le processus, ça va être, voilà, donc ce que je disais, c'est les zones grises. Typiquement, le processus de taxonomie intégrative, ça va être de définir des hypothèses primaires d'espèces et ensuite de discuter ces hypothèses primaires d'espèces avec différents critères, caractères et méthodes, comme je vous l'ai dit. Alors, petite chose en plus, hein, c'est que bien évidemment, ça, je pense que vous l'aurez compris, il y a 2 façons de faire de la taxonomie intégrative. On regarde plusieurs caractères et puis on fait un consensus majoritaire. Bon. Mais bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, et je vais vous l'illustrer avec le groupe sur lequel je travaille, parfois vous avez des caractères qui ont une valeur, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais disons qu'il y a certains caractères ou certains critères, plutôt certains critères, qui sont plus directement issus de la définition de l'espèce. Si on fait des tests de croisement et qu'on conclut que les 2 espèces ne se reproduisent pas, c'est un critère qui est plus robuste que simplement dire j'ai une différence morphologique sans savoir quel est le déterminisme de ce caractère morphologique, sans savoir quelle est la pertinence de ce caractère morphologique. D'accord? À l'inverse, les critères qui sont les plus robustes, entre guillemets, ne sont pas forcément ceux qui sont le plus accessibles. Je disais tout à l'heure, faire des tests de croisement, ce n'est pas évident pour la très grande majorité des taxons. Par contre, regarder la morphologie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement. Donc c'est là tout l'enjeu aussi de la taxonomie intégrative. Et on essaye de tendre vers des hypothèses secondaires d'espèces plus ou moins robustes. Et puis, bien évidemment, on a une espèce de boucle, hein, je vous le disais, on va ajouter des nouveaux spécimens, des nouvelles données qu'on va analyser avec des nouvelles méthodes pour essayer de renforcer la robustesse de nos hypothèses d'espèces. Alors, j'insiste sur un point, moi, qui me semble assez important, et nous, en tant que taxonomistes, on n'en a pas toujours conscience. La taxonomie, c'est une science qui a quelque chose d'assez particulier. Alors, je n'ai pas réussi à trouver d'autres exemples de sciences qui ont le même problème, et il doit y en avoir d'autres. C'est qu'en fait, la démarche scientifique, elle s'arrêterait là, en fait, dans mon schéma. C'est-à-dire qu'on définit des hypothèses d'espèces, qu'on essaye d'être le plus robuste possible, mais parfois,
on n'a pas suffisamment d'informations pour conclure. Typiquement, si vous faites un test statistique et que la p-value elle est supérieure à 0,5, vous allez dire « je ne peux pas conclure ». Le problème, c'est que les taxonomistes, on va leur demander de conclure. On va leur dire, l'exemple que je prends toujours, c'est quelqu'un qui fait de la conservation, le gestionnaire d'un parc. Si vous lui dites, en fait, je ne sais pas, il y a 1 ou 2 espèces, j'en suis pas sûr. Lui, il va vous dire, si, il faut que tu me dises s'il y a 1 ou 2 espèces, parce que s'il y a 2 espèces, ce n'est pas la même chose en termes de conservation que s'il n'y en a qu'une. Donc souvent, les taxonomistes, ils sont amenés à prendre une décision. Alors c'est quelque chose qu'on connaît, et souvent, ça amène à 2 grandes catégories de taxonomistes qu'on appelle les splitters et les lumpers, selon leur choix. Donc les lumpers qui vont avoir tendance à regrouper, donc être plutôt conservateurs dans le nombre d'espèces, et les splitters qui vont avoir tendance à, dès qu'il y a des petites différences, à considérer que c'est des espèces différentes. Bon, voilà, c'était simplement une petite particularité, c'est que le taxonomiste, il est amené, on lui demande de prendre des décisions qui sont parfois un peu subjectives, parfois un peu arbitraires, et ça mène à des débats. Alors, on parlait des oiseaux tout à l'heure. Vous savez que chez les oiseaux, il y a 2 grandes écoles. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est l'école nord-américaine qui a tendance à penser que ce que les Européens considèrent comme des sous-espèces sont des espèces valides, et vice-versa. Enfin, je ne sais plus dans quel sens. Voilà. Donc, il y a des grands débats de ce type-là entre lumper et splitter. Alors, simplement, pour vous parler un petit peu de méthodes, je vous avais dit que je reviendrai rapidement sur les méthodes de délimitation d'espèces moléculaires, donc basées sur des données moléculaires. C'est vraiment en pleine expansion actuellement. J'essaye souvent de les catégoriser comme cela. Donc, en gros, il y a des méthodes que j'appelle exploratoires, c'est-à-dire qui vont permettre de proposer des hypothèses de délimitation d'espèces à partir de rien. C'est-à-dire qu'en gros, on ignore toutes les hypothèses qui ont pu être proposées par le passé et puis on travaille de novo. Et j'ai opposé ça aux méthodes de validation, c'est-à-dire vous avez différentes partitions d'espèces et vous allez estimer leur robustesse les unes par rapport aux autres pour déterminer quelle est la plus robuste. Et puis souvent aussi, on fait la distinction entre les méthodes monolocus qui utilisent un seul marqueur, donc typiquement des méthodes qui sont issues des approches de DNA barcoding, qui a vraiment eu un mérite au moins, c'est-à-dire d'avoir provoqué un boom, un développement des approches de délimitation d'espèces moléculaires, monolocus, et des approches multilocus, où cette fois-ci, on travaille avec plusieurs marqueurs génétiques, et donc on va pouvoir regarder la recombinaison en particulier, ce qu'on ne peut pas faire avec des données monolocus. Alors, je ne vais pas tout détailler, je pense que rien que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre café Systéma, mais il y a toute une batterie de méthodes, avec cette idée-là quand même qu'on augmente la robustesse de nos hypothèses d'espèces en allant des méthodes monolocus exploratoires vers des méthodes multilocus de validation. Alors, juste rapidement, je voulais simplement faire un petit peu de pub sur les développements qu'on est en train de faire au Muséum de Paris. On a publié plusieurs méthodes de délimitation d'espèces, ABGD, ASAP. J'ai aussi un collègue du muséum qui s'appelle Aurélien Miralles, je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui a développé une méthode de comparaison de partitions d'espèces qui s'appelle LIMES. On a aussi développé un petit outil qui s'appelle PicTree pour visualiser des partitions d'espèces en face d'arbres phylogénétiques. En fait, on est en train de combiner tout ça. Alors, la première étape, ça a été de proposer un format commun. Vous connaissez tous le format Nexus en phylogénie. En fait, on a voulu faire un peu la même chose en délimitation d'espèces. Donc, c'est un format qui s'appelle SPART. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom, donc je peux le dire, je trouve le nom génial, SPART pour Species Partition. Donc maintenant, quand vous verrez un fichier qui se termine par .spart, en fait, c'est un fichier qui contient des partitions d'espèces sous forme de tableau et qui peuvent être lues. Maintenant, on est en train de l'implémenter dans plein de méthodes de délimitation d'espèces et ça va permettre à toutes ces méthodes-là de dialoguer avec un format commun. C'est bien évidemment indispensable quand on essaie de comparer des résultats entre différentes méthodes. Donc, on est en train de développer ça sur une plateforme au muséum, une plateforme web qu'on va peut-être appeler Spart Explorer, mais le nom n'est pas définitif. Et surtout, on travaille aussi avec un collègue allemand qui s'appelle Miguel Vencis, qui vient de… Alors, le papier est accepté avec modification. Il a construit cet outil, alors cette fois-ci pas online, mais que vous pouvez télécharger, qui s'appelle iTaxoTools, et qui regroupe tout un tas de méthodes de délimitation d'espèces, et pas que moléculaires d'ailleurs. Son idée, c'est aussi d'inclure des méthodes de morphologie en particulier, mais aussi à terme de combiner tout ça pour proposer des pipelines d'analyse. Alors, sur le temps qui me reste, je voudrais quand même vous parler un petit peu de mon groupe pour illustrer ce que je viens de vous raconter, qui était assez théorique, on va dire. Moi, je travaille sur les Conoidea, donc c'est une super famille de gastéropodes marins, très diversifiée, 5000 espèces décrites, on pense qu'il y en a entre 10 ou 20 000 au total. Donc, vous ne connaissiez peut-être pas les Conoidea, mais il y a plus de Conoidea sur Terre que d'oiseaux. Je dis ça, je dis rien. Vous connaissiez au moins dans les Conoidea les cônes, voilà, qui sont quand même très connus, qui sont très étudiés. Ce sont des bestioles qui ont une dent, une radula très modifiée,
chez certaines espèces sous forme de harpon. C'est un tube terminé par un harpon, donc ils s'en servent pour piquer leur proie. Donc le harpon évite que la proie s'échappe. Et ensuite, les venins, donc ce sont des organismes venimeux, les venins sont injectés à travers le harpon directement dans la proie. Donc ça intéresse les chercheurs depuis les années 70 parce qu'ils ont séparé les différents constituants des venins, donc les toxines, ils les ont injectés dans des souris, ils se sont rendus compte que ça avait plein d'effets sympas sur les souris. Et donc, bien évidemment, ça agit sur le système nerveux. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de mettre au point des médicaments, tout simplement, à partir de ces toxines. Et il y a actuellement un médicament sur le marché qui s'appelle le Prialt, qui est une toxine de cône. Alors, pour la petite histoire, la sélection naturelle fait quand même bien les choses. Vous savez, quand on définit un nouveau médicament à partir d'une molécule naturelle, on essaye de réduire la taille de la molécule et de changer les acides aminés un à un pour essayer de réduire le coût de fabrication, le coût de synthèse de la molécule. Donc, dans le cadre de cette toxine, ils ont essayé de faire ça. Ils ont enlevé les acides aminés un par un, ils les ont changés un par un. À chaque fois qu'ils changeaient un acide aminé ou qu'ils en enlevaient un, la spécificité et l'efficacité de la molécule étaient divisées par 10. Donc, en fait, rien que par sélection naturelle, le cône est capable de produire la toxine la plus petite possible pour l'action, pour la cible moléculaire en question. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc, le Prialt, c'est un analgésique qui est 10 fois plus puissant que la morphine, sans effet d'accoutumance et sans effet de dépendance. Le médicament parfait, sauf qu'il faut l'injecter directement dans la moelle épinière. Donc, ce n'est pas utilisé très souvent. Le collègue qui a publié ça n'a pas fait fortune encore. Alors, moi, je m'intéresse plutôt aux conoidea en tant que tel. Je vais essayer d'accélérer peut-être. Je n'ai pas regardé le temps. Moi, je travaille donc sur les conoidea. Je fais de la phylogénie, je fais de la taxonomie intégrative. Le problème avec les conoidea, et c'est bien pour ça qu'on m'a confié ce groupe quand j'ai commencé ma thèse. Moi, je travaillais sur les papillons avant, je ne savais pas ce que c'était un mollusque. Et on m'a toujours dit que si j'avais su ce que c'était, j'aurais jamais travaillé sur ce groupe-là. C'est un cauchemar pour les taxonomistes au niveau de la morphologie. Si je vous montre par exemple ces 3 coquilles-là que j'ai mis en surbrillance, qui se ressemblent globalement au niveau de la forme, elles appartiennent à 3 familles différentes qui ont divergé il y a plus de 60 millions d'années. Et dans ces familles-là, vous allez trouver des morphes qui n'ont rien à voir. Et puis je peux continuer comme ça longtemps. Ces 2 coquilles-là, ici et ici, qui se ressemblent beaucoup, appartiennent à des familles totalement différentes. Donc ça, on le sait avec la radula, avec la dent, et puis on le sait aussi avec l'ADN. Et puis ces 2 coquilles-là, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau que les taxonomistes mettent dans la même espèce, appartiennent à 2 genres différents, voire 2 familles différentes, etc. etc. Quelques cas inverses, c'est-à-dire des coquilles très différentes morphologiquement et qui se ressemblent moléculairement, enfin, en tout cas qui sont groupe frères. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même des trucs morphologiques qui morphologiquement sont très semblables, qui en fait sont très différents, taxonomiquement et phylogénétiquement. Alors moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai voulu faire le malin. J'ai envoyé une série de coquilles à différents taxonomistes et puis je leur ai demandé de délimiter des espèces. Et puis bien évidemment, ils m'ont proposé des partitions d'espèces très différentes. Ça ne leur a pas plu, mais j'ai fait un test en aveugle sans leur dire, bien sûr. Donc il y a une phrase sur Internet qui dit que si vous envoyez un conoidea inconnu à 10 experts, vous allez finir avec 11 noms. Donc c'est vrai. Je confirme que c'est vrai. Donc, il a fallu travailler dans ce contexte-là, c'est-à-dire que les caractères morphologiques sont très difficilement interprétables chez les conoidea, à tel point que les morphologistes avec qui je travaille, qui au début étaient très sceptiques sur les approches moléculaires, me demandent maintenant d'abord de séquencer et après on regarde la morphologie, parce qu'on n'y arrive pas en regardant la morphologie d'abord. Alors, quelques exemples rapidement, et puis je vous ai choisi des exemples de taxonomie intégrative de conoidea qui en fait ont des conséquences au-delà de la taxonomie. J'aime bien illustrer l'idée que la taxonomie, ce n'est pas que pour les taxonomistes, mais que ça a un impact réel, presque sur la vie de tous les jours, pour essayer de vendre un petit peu la chose. Là, vous avez une espèce qui s'appelle Crassispira serratina. Ici, en fait, moléculairement, on a trouvé 2 clades très divergents. On a trouvé ça sur 2 gènes indépendants. Donc, on a décrit une deuxième espèce, donc Crassispira serratina, et maintenant, on a Crassispira scala. Vous allez me dire, ça ne va pas changer la face du monde, personne ne connaît ces espèces-là, on doit être 3 dans le monde à travailler là-dessus. Alors le problème, c'est que parmi les 3 personnes dans le monde qui travaillent là-dessus, il y a des gens qui ont séquencé les toxines contenues dans les glandes à venin. Je vous ai dit que c'était des organismes venimeux. Le problème, c'est que chez ces espèces-là, la glande à venin, elle est toute petite. Et donc, pour avoir suffisamment de matériel pour séquencer les toxines, suffisamment d'ARN, ils ont mélangé plusieurs glandes à venin. Ils ont mélangé 50 glandes à venin de 50 spécimens différents. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vérifié si c'était la même espèce ou pas. Donc, ils ont potentiellement mélangé des spécimens d'espèces différentes. Donc, quand ils nous disent que telle espèce produit telle toxine ou que telle espèce est capable de produire tant de toxines différentes, en fait, c'est certainement un mélange d'espèces.
Pour les gens qui développent des médicaments derrière, ça a une importance parce que quand vous devez retourner sur le terrain pour recollecter des échantillons, vous avez intérêt à savoir à quelle espèce vous avez affaire. Deuxième exemple que j'aime bien, ça, c'est un bijou qui a été trouvé dans une tombe humaine. Et en fait, c'est le plus vieux bijou trouvé dans une tombe humaine. Et c'est un cône. Et ce cône, dans l'article original, il avait été identifié comme Conus berstowi. Récemment, deux auteurs ont fait une analyse morphométrique et ils ont dit c'est pas Conus berstowi, c'est Conus hebraeus. Pareil, vous allez me dire quelle importance. En fait, Conus hebraeus et Conus berstowi ne vivent pas dans le même habitat. Et donc, du coup, pour les archéos qui travaillaient sur ces tombes, c'est très important de savoir si les populations humaines allaient se balader dans tel ou tel habitat. Donc, savoir s'il s'agit de telle ou telle espèce, c'est très important pour les archéologues. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, en fait, c'est que Conus hebraeus, c'est un complexe de deux espèces, Conus hebraeus et Conus judaeus, qui sont indiscernables morphologiquement. Donc, en fait, ce bijou, on ne saura jamais si c'est Conus hebraeus ou Conus judaeus. Sauf si quelqu'un, un jour, essaye de séquencer l'ADN qui potentiellement peut être contenu dans la coquille, mais je ne sais pas quel âge a ce bijou, je crois qu'il est trop ancien. Donc, en fait, voilà, vous allez me dire encore une fois, Hebraeus, Judaeus, quelle importance? Alors, pardon, oui, j'ai oublié de dire, en plus, Hebraeus et Judaeus ne sont même pas groupes frères dans la phylogénie, c'est vraiment des choses très différentes, donc un bel exemple de convergence morphologique. Encore une fois, quelle importance? Encore une fois, Conus Hebraeus et Conus Judaeus ne sont pas dans le même habitat, donc potentiellement, c'est intéressant. Et pour la petite histoire, dans l'article de 2016 qui était censé corriger l'erreur précédente d'identification, non seulement on ne peut pas confirmer que c'est Conus hebraeus, mais en plus de ça, ils ont fait une jolie figure où ils ont illustré un juvénile, un subadulte et un adulte. Pas de bol, le juvénile qu'ils ont illustré, ce n'est pas la bonne espèce. Le juvénile de Conus hebraeus judaeus, il ressemble à ça. Et en fait, ce qu'ils ont illustré là, c'est une autre espèce qui s'appelle Conus chaldaeus. Bon, voilà, j'aime bien les petites erreurs taxonomiques comme ça dans les papiers de taxonomie, c'est toujours rigolo. Allez, dernier exemple, je vous parle ici des cônes du Cap-Vert. Alors, je ne vous ai pas dit, mais en fait, les cônes, c'est un des deux groupes de coquillages les plus collectionnés au monde. Donc, il y a un vrai marché. Et quand je dis qu'il y a un marché, c'est qu'une coquille de cône, ça peut valoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a un vrai marché. Je ne vous dis pas quelle est la valeur de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais potentiellement, c'est énorme. Bien évidemment, c'est une valeur virtuelle. Au Cap-Vert, il y a énormément d'espèces de cônes. En fait, là, vous avez 3 îles du Cap-Vert, et ces îles-là sont très réputées parce que chaque baie, quasiment, a son espèce de cône qui est présente nulle part ailleurs dans le monde. Les espèces définies uniquement morphologiquement, mais c'est vrai que morphologiquement, c'est très facile de les discerner. Récemment, ils ont évalué le statut IUCN de la plupart des espèces de cônes. Et bien évidemment, beaucoup d'espèces de cônes du Cap-Vert se sont retrouvées sur la liste rouge, soit en danger ou en danger critique d'extinction. Et dans l'article où ils ont décrit ce processus, ils ont expliqué en fait que les espèces du Cap-Vert, elles sont ciblées par les collectionneurs de coquillages, mais l'impact des collectionneurs de coquillages est minime. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette idée-là, c'est une personal communication de quelqu'un que je connais bien, qui est un collectionneur de coquillages. Donc, ils ont appelé un collectionneur de coquillages pour affirmer que les collectionneurs de coquillages n'avaient pas d'impact sur les populations naturelles. Et de façon assez ironique, quelques lignes plus tard dans l'article, les auteurs expliquent qu'il faut une interdiction d'exportation des cônes du Cap-Vert, sauf pour la recherche. Donc, quelque part, c'est avoué que les collectionneurs de cônes ont un impact sur les populations naturelles. Et pour aller encore plus loin, les cônes du Cap-Vert ont été étudiés avec des approches moléculaires récemment, et la conclusion, c'est que la moitié des cônes du Cap-Vert sont des synonymes. En fait, le nombre d'espèces réelles est 2 fois plus faible que le nombre d'espèces considérées actuellement comme valides. Donc, il faut réévaluer le statut IUCN de toutes les espèces du Cap-Vert. Alors, pour conclure, je voulais vous parler rapidement de cet article-là qu'on a publié il y a quelques années, parce que je vous ai parlé de taxonomie intégrative, et au début, je vous disais... le DNA barcoding et la taxonomie intégrative aussi, quelque part, c'est souvent présenté comme une solution à tous nos problèmes, et notamment au taxonomic impediment. Alors nous, on a voulu estimer ça. On a regardé 500 articles publiés entre 2006 et 2013 qui parlaient de taxonomie intégrative. La moitié de ces articles-là ne délimitent aucune nouvelle espèce. Ils se contentent de confirmer des hypothèses déjà connues dans la littérature. 125 articles délimitent des nouvelles espèces, mais ne les décrivent pas. Autrement dit, ça ne sert pas à grand-chose pour la communauté scientifique. Et un autre quart, décrivent au moins une nouvelle espèce. Donc on était assez surpris de voir autant de nouvelles espèces délimitées et publiées en tant que nouvelles espèces,
mais pas décrites formellement. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons évoquées, c'est qu'il n'y a pas de différence morphologique entre les espèces. Alors, je sais que ça gêne beaucoup de taxonomistes, mais en fait, le code ne nous interdit pas de décrire de nouvelles espèces qui ne sont pas différentes, pas distinguables morphologiquement. Il suffit de fournir une diagnose. La diagnose peut être moléculaire. Alors, ça commence à se développer. Je sais que ça peut être gênant parce qu'on a l'impression de ne plus être capable de les distinguer à moins d'avoir accès à un séquenceur. Bon, moi, je réponds souvent qu'à une certaine période, les entomologistes se sont mis à décrire des nouvelles espèces en regardant les génitalia. J'imagine que les taxonomistes à l'époque ont hurlé au scandale en disant mais vous vous rendez compte, ça veut dire que si je n'ai pas de microscope puissant chez moi, je ne peux pas identifier les espèces. En fait, on est un petit peu dans la même configuration. Je sais, je caricature dans ma comparaison. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accès au séquençage se démocratise et n'oubliez pas que je parie sur le fait que d'ici quelques décennies, on aura tous un barcodeur portable à la maison. En tout cas, le code ne nous l'interdit pas. Les autres raisons évoquées, alors évoquées, pas vraiment, mais en tout cas à demi-mot, c'est que les molécularistes ne savent pas décrire des espèces, certains d'entre eux. Moi, le premier, je suis plus moléculariste que taxonomiste et je n'ai jamais décrit tout seul une espèce nouvelle. À chaque fois, je l'ai fait en collaboration avec des taxonomistes qui connaissent le groupe. Sauf que tous les molécularistes ne connaissent pas forcément des taxonomistes. Alors aussi, les auteurs disaient les descriptions seront publiées dans un autre article. Parfois, c'est le cas, parfois, c'est oublié. Et puis, en fait, une vraie raison, c'est que décrire une espèce, ça prend du temps et ce n'est pas suffisamment valorisé. On s'est amusé à regarder l'impact factor moyen des journaux scientifiques qui acceptaient les descriptions d'espèces versus l'impact factor moyen des journaux scientifiques qui n'acceptent pas de description d'espèces dans les articles. Et l'impact factor moyen de ceux qui n'acceptent pas de description est plus élevé que ceux qui en acceptent. Autrement dit, si vous voulez avoir plus de chances de publier votre article dans un journal à haut facteur d'impact, il ne faut pas mettre les descriptions d'espèces dans l'article. Donc ça, bien évidemment, c'est un gros problème. Vous connaissez aussi le débat sur le fait que les auteurs des espèces ne sont pas décrits dans les listes, dans les listes bibliographiques des articles scientifiques. C'est un débat aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les descriptions d'espèces ne sont pas suffisamment valorisées pour être très pragmatiques dans nos CV. Voilà. J'ai un collègue qui a publié au cours de sa carrière plus de 120 articles scientifiques avec je ne sais combien de centaines d'espèces nouvelles. Quand il est arrivé au CNRS pour postuler, on lui a dit « Mais monsieur, vous n'avez aucun article publié ?» Il a dit bah, « Si, j'en ai 120 avec des centaines d'espèces nouvelles. » On lui a dit bah, « Oui, mais tous vos articles sont avec des impact facteurs inférieurs à 1, donc ça ne compte pas. » Voilà, on a quand même un problème de reconnaissance de l'approche taxonomique, je dirais. Et puis une dernière raison à invoquer, c'est qu'on ne veut pas décrire les nouvelles espèces parce qu'on a besoin de plus de données pour confirmer nos hypothèses. On est dans la zone grise. En fait, ça, c'est la seule vraie raison scientifique, je dirais. Et j'espère que les outils qu'on est en train de développer, dont j'ai parlé très rapidement, comme iTaxoTools, permettront d'augmenter la robustesse de nos hypothèses et d'obliger, enfin en tout cas, de motiver les molécularistes à décrire leurs nouvelles espèces. Voilà, donc je remercie tous les collègues qui sont sur cette diapo et je n'ai pas mis tout le monde qui sont responsables de la plus grande partie des résultats que j'ai présentés ce soir. Et je remercie également la SFS de m'avoir invité et de m'avoir permis de présenter tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, et donc je suis prêt pour des questions, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, en fait, il y avait Patrick voulait pendant un moment partager une réflexion et tu as complètement répondu à la fin sur le taxonomic impediment. Donc, simplement, peut-être, Patrick, si tu veux prendre la parole, tu le peux. Patrick, elle est un petit peu plus loin sur en disant que ça avait aussi un impact sur donc la mode, pas la mode, mais en tout cas une grande donnée les délimitations d'espèces fondées sur le moléculaire avaient un impact sur la formation même des spécialistes de morphologie, de la morphologie et sur les systématiciens, et ces formations disparaissaient. Et que donc la capacité en termes de connaissances à revenir, elle-même s'épuisait par ce système qui est mis en place, que tu as montré aussi avec des problèmes qui sont liés au mode de publication scientifique en systématique. Donc, Patrick, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux prendre la parole.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter dans la mesure où Nicolas a complètement répondu à la remarque. Je voulais juste faire remarquer que la plupart des gens qui font des délimitations d'espèces sur la base moléculaire ne décrivent pas les espèces. Et il faut bien rappeler qu'une espèce qui n'est pas décrite n'existe pas, tout simplement. Mon impression était que le plus facile, pour les molécularistes, c'est évidemment beaucoup plus facile que de décrire une espèce pour un morphologiste parce que cela ne demande pas une connaissance particulière du groupe. Les méthodes qui sont utilisées pour délimiter les espèces peuvent être appliquées à n'importe quel groupe finalement. Par contre, au niveau de la morphologie, il faut connaître le groupe. Et on ne forme plus des spécialistes qui disparaissent tout doucement et que donc finalement, on va rester dans ce taxonomic impediment, sauf si l'on accepte, comme tu le dis, de décrire si on accepte la description d'espèces basée sur les séquences moléculaires et si les gens sont d'accord avec ça, quoi. Moi, je suis partisan de faire les deux. Il y a de plus en plus d'outils qui se développent et enfin, on est en train d'en faire un avec un collègue pour proposer des diagnoses moléculaires automatiques, donc pour faciliter la vie, parce que c'est très descriptif en fait. Enfin, c'est très facile à automatiser. Mais personnellement, je n'ai jamais décrit encore une espèce uniquement sur des caractères moléculaires. Je trouve ça intéressant de continuer de combiner les deux. Mais on se dirige effectivement, comme tu dis Patrick, vers un système qui ne favorise pas le recrutement de taxonomistes, je dirais, traditionnels, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais dans le sens des taxonomistes qui connaissent leur taxon, contrairement à des taxonomistes molécularistes, et je me mets dedans. Et moi, je le vois au Muséum de Paris, on n'est plus capable de proposer des profils de recrutement ciblés sur un taxon, ou en tout cas de plus en plus difficilement. On nous demande d'avoir des trucs transversaux. Et j'ai très peur. Voilà, moi, je travaille sur un groupe où dans un an, maintenant, tous les spécialistes qui sont actuellement au muséum seront partis à la retraite. Donc, je serai le seul malacologiste travaillant sur du récent au muséum, sachant que je ne suis pas vraiment malacologiste au sens spécialiste d'un groupe et capable de décrire des espèces. Donc, non, c'est un vrai problème. La taxonomie moléculaire, c'est une bonne chose parce que ça a apporté des fonds, ça a apporté une dynamique, ça accélère la découverte de nouvelles espèces, mais pas leur description encore. Mais on a trop vite oublié qu'il fallait continuer de les décrire. Je suis d'accord avec toi, Patrick, tant que ce n'est pas décrit, on n'en fait rien. Mais ça va plus loin en fait que la description d'espèces parce que c'est tout simplement une connaissance d'un groupe qui disparaît, des questions évolutives qui ne peuvent plus être résolues parce qu'on ne connaît pas le groupe, des questions de biogéographie, que sais-je encore en fait. C'est une perte de la connaissance de la biologie des groupes. Moi, je m'excuse, j'ai pu donner l'impression que la morphologie dans mon groupe, on l'ignore totalement. Pas du tout. C'est un bonheur de pouvoir retourner au caractère morphologique a posteriori, une fois que j'ai une phylogénie, et d'interpréter l'évolution des caractères morphologiques. Et je teste, du coup, grâce à ça, plein d'hypothèses morphologiques qu'il y a eu dans la littérature, et ça me permet de comprendre comment ces bestioles ont évolué. Enfin voilà, encore une fois, dans le mot taxonomie intégrative, il y a intégratif, et il ne faut pas l'oublier, et c'est ça qui me semble vraiment intéressant. D'accord. Alors, il y avait aussi une question peut-être plus spécifiquement sur la présentation de Nicolas qui demandait, si j'ai bien compris, hein, la distinction entre détermination, identification et délimitation. Quelles étaient les définitions de ces termes? Entre identification, détermination et délimitation? Oui, mais je ne sais pas si, comme c'est en Alors texte, l'accent, si c'est en français ou en anglais. Bon. Ouais. Alors moi, j'utilise identification et détermination de la même façon, c'est-à-dire on a un spécimen inconnu et on veut mettre un nom d'espèce sur ce spécimen, on veut l'attribuer à un nom d'espèce, à un concept d'espèce. Et j'utilise délimitation dans le sens qui correspond au travail du taxonomiste qui part d'un ensemble de spécimens et qui doit les regrouper en sous-ensembles. L'ensemble des sous-ensembles, on appelle ça une partition. Donc délimiter, ça consiste à faire une partition d'espèces, pour nous, ça consiste à faire une partition. Voilà. Merci. Alors, une question de Bouziane. On parle souvent de connaître la biodiversité avec de simples délimitations d'espèces. Peut-on encore parler d'écrire la biodiversité ou simplement la lister? Ouais, alors, ce n'est pas un problème qui est nouveau, hein. Moi, je travaille sur des mollusques où certaines vieilles descriptions d'espèces sont tellement peu informatives qu'à part le fait qu'il y a un nom qui a été mis, ça ne sert à rien de plus, on n'apprend rien sur la biologie de la bestiole. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'évite autant que possible de décrire des espèces uniquement sur les caractères moléculaires
Parce que plus on ajoute de caractères et plus on est informatif, tout simplement. Si je le pouvais, mais c'est très difficile avec mon groupe, j'ajouterais des informations sur le comportement, sur la reproduction, sur tout ce qui est possible, parce qu'effectivement, je n'ai pas envie qu'on se dirige vers un système où les sous-ensembles de la partition sont nommés, mais on ne sait rien de la biologie de ces sous-ensembles. Et ça, c'est dommage. Très bien. Alors, j'ai bien noté que ce serait vraiment intéressant qu'on fasse un café systéma à part entière sur les concepts d'espèces, peut-être avec des points de vue un peu différents. On peut faire un débat, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire dès que possible. Mais je l'ai bien noté. Merci, Nicolas, de souligner l'importance de ce genre de réflexion. Et on a bien vu dans ta présentation tout l'importance que ça peut avoir, ce genre de questions, bien au-delà de la systématique. Peut-être des questions sur Twitch, Jérémy? Non. Sur Twitch, Alors, ça commente. Guillaume, Il y a Petit Kraken qui dit que cette série d'exemples, ça lui fait penser à à la trilogie Cornetto, mais qui se questionne aussi sur le fait de à quoi en effet nommer sans savoir ce que l'on nomme. Donc, qui rejoint tout à fait ce que vous disiez sur l'idée de délimiter et après d'en discuter. alors, Guillaume, qui souhaite intervenir? Oui, bonjour. Merci Nicolas, c'était vraiment super intéressant et très très clair comme présentation. Je dirais qu'il y a quelques problèmes qu'on a aussi en paléontologie, mais c'est hyper différent parce qu'on n'a souvent pas les données moléculaires, même si, on commence à en avoir pour des bestioles qui sont éteintes récemment, mais sinon c'est très difficile. Et nous, le concept de l'espèce est encore plus flou, extrêmement flou, et à quel point on peut faire confiance aux données morphologiques pour des fois délimiter, c'est très très chaud. On n'a souvent pas accès à la variation. Mais du coup, je voulais pas revenir trop sur l'aspect paléonto, mais même sur quelque chose que j'ai vu. Je suis un peu fan d'orchidées comme ça, à mes heures perdues, d'orchidées sauvages en Europe. Et j'ai vu qu'il y avait au niveau moléculaire un concept qui a été développé à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est utilisé ailleurs, mais c'est William Bateman, je crois, qui est spécialiste au niveau des orchidées en moléculaire, qui parlait de concepts de micro-espèces et de macro-espèces. Alors, c'est les micro-espèces, si j'ai bien compris, c'est des petits groupes qui ont commencé à diverger d'un pool un peu plus grand, en fait, mieux délimité, qui était une espèce sur laquelle longtemps les spécialistes s'accordaient. Et puis, commence à avoir si je comprends bien, les micro-espèces, c'est un peu les espèces en cours de spéciation à partir de ce pool un peu plus gros, en fait. Ouais, d'accord. Je pense que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les espèces péripatriques, le concept de spéciation péripatrique. C'est-à-dire que tu as un sous-ensemble qui s'isole et qui va commencer à diverger de l'ensemble qui, lui, va rester homogène et va continuer sur sa lancée. Ok. Et toi, ça te semble intéressant, ces concepts-là, Bah, ou c'est un peu dur aussi à définir, j'imagine? C'est un peu pareil, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ces nouveaux termes-là, alors moi, par exemple, dans mon domaine, on parle souvent d'incipient species. Donc, en fait, c'est des mots qui permettent de qualifier ces espèces qui sont encore dans le processus de spéciation, qui sont dans la zone grise, quoi. Et j'aime bien l'idée de leur donner un statut particulier parce que, à la fois biologiquement et à la fois méthodologiquement, ces espèces n'ont pas forcément les mêmes propriétés que les autres. Et ces espèces, on ne les délimite pas forcément de la même façon que les autres. Pas parce que ce sont des entités différentes, mais simplement parce qu'au moment où on regarde, elles ne sont pas encore différenciées de la même façon que des espèces qui se sont séparées il y a 10 millions ou 20 millions d'années. Donc voilà, on appelle ça maintenant des incipient species ou les gray zone species. Et en gros, pour être clair, là, on rejoint les problématiques de la génomique et de la génétique des populations. C'est clairement ça. Mais voilà, et c'est ça qui attire maintenant de plus en plus d'études. Parce que, bon, en gros, encore une fois, pour délimiter des espèces qui ont divergé il y a 20 millions d'années, il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Et puis, c'est quand on commence à regarder des espèces qui ont divergé récemment, qui sont encore dans la zone grise, qu'il va falloir aller chercher des outils de plus en plus pointus. On a encore peut-être quelques minutes, si jamais il y a encore des questions. Dans le chat, j'aime bien l'idée, quelqu'un qui dit un chercheur américain avait titré une conférence « La taxonomie, l'avenir de la biologie moléculaire ». Et c'est sûr que dès le début du DNA barcoding en 2003, 2004, 2005, les taxonomistes traditionnels, encore une fois, ce n'est pas péjoratif,
les taxonomistes, on va dire, ont tout de suite dit, attention, le moléculaire pour le moléculaire, ça nous mènera nulle part. Il faut que le moléculaire se fasse en collaboration avec les taxonomistes traditionnels. Et c'est comme ça qu'on avancera. Bon, 15 ans plus tard, on est encore sur les mêmes recommandations. Mais bon, on a quand même évolué et il y a de moins en moins de défenseurs de la taxonomie moléculaire, c'est-à-dire la taxonomie qui n'utilise que les données moléculaires. Il y en a encore, mais des gens qui sont dans des groupes où vraiment la morphologie n'est pas informative, ou des gens qui n'ont vraiment pas le choix, qui peuvent faire que du moléculaire. Mais le consensus, on va dire, en zoologie, c'est quand même d'avoir des approches intégratives. Et donc, j'aime beaucoup ce titre, oui. Je l'avais déjà vu. Ok, ben, sur cette conclusion un petit peu optimiste et joyeuse, Bien sûr. on peut clore peut-être ce deuxième café système.